Bonsoir tout le monde. Je vois que tout le monde connaît l'histoire. Vous avez vos micros et vos caméras coupés. Merci beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vous invite à poser vos questions dans le chat. On les lit. On a du monde derrière qui lit, qui nous les envoie. Et si on a le temps à la fin, on essaiera de répondre aux questions. Voilà. Si votre question n'a pas été sélectionnée, vous inquiétez pas. Ce sont souvent des sujets qui reviennent régulièrement. Donc, n'hésitez pas de regarder notre chaîne YouTube pour les meet-ups passés. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? On a, pour ceux qui viennent régulièrement ou qui apprécient le contenu qu'on produit, on a un lien Ko-fi pour faire des petits dons, vu qu'on utilise des outils payants. Donc, c'est quelque chose que le collectif paye de nos poches. Donc, n'hésitez pas, même si c'est 1 euro ou 2 ou 5, ça nous fait toujours super plaisir. Il y a le lien Ko-fi que Cyril vient de poster dans le chat. Voilà. Pour ceux qui viennent régulièrement, vous n'avez peut-être pas vu ma tête récemment. J'ai fait un talk il y a quelques temps. Mais depuis, on m'a invité de rejoindre l'organisation et j'ai dit oui de tout cœur. Donc moi, c'est Marianne. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Marianne Chalupecki. J'ai commencé mon aventure en UX Writing, chez Booking.com il y a longtemps maintenant, en 2012, où j'ai resté 6 ans. Ensuite, j'ai passé 4 ans et demi, un peu plus, en freelance. Je faisais du consulting et du coaching pour les UX writers, principalement des leads principales et seniors. Et récemment, j'ai dit oui à Alan et j'ai commencé le 1er août en entreprise. C'est le retour en entreprise en CDI. Donc, je suis ravie de pouvoir vous accueillir pour ce premier meet-up en tant qu'hôte. Et nous avons avec nous Apolline et Mélanie. Salut les filles. Je vous laisse vous présenter. Ça sera toi? S'il y a quelqu'un... Ah oui, pardon, il y a une personne, je pense, qui a encore son micro. N'hésitez pas à... Voilà, super, merci beaucoup. Coupez votre micro et vidéo. Comme ça, c'est plus facile pour le bruit. Alors, Apolline, je commence avec toi. Je pense qu'il y a certaines personnes ici qui te connaissent bien. Quelques-unes, mais pas énormément non plus. Du coup, je suis Apolline, je suis UX writer. J'ai commencé en freelance, j'étais copywriter et freelance UX writer en freelance pendant 2 ans et demi. Et j'ai rejoint Conto en février, le 14 février, une très belle date, et dans lequel je m'épanouis pleinement. On pourra revenir là-dessus. Je suis à 80%, c'est important de le préciser. Et à côté de ça, j'anime la newsletter UX Content Craft, où j'interviewe des UX writers, content designers et parfois designers, donc on parle vraiment de divers sujets autour de l'UX writing. Et avant, j'avais commencé par un podcast, donc pareil, on vous partagera les liens si ça vous intéresse. À ton tour, Mélanie. Bonjour tout le monde, moi je suis Mélanie. J'ai été freelance pendant 3 ans et j'ai commencé l'UX Writing à ce moment-là. J'avais commencé ma carrière en agence de communication autour du contenu quand même, mais plus marketing, et j'ai switché. Et je suis chez Aviv, qui est un groupe qui rassemble des plateformes immobilières à travers l'Europe. J'ai commencé en mai. Et ce que je fais, c'est que je suis aussi freelance à côté et je fais des formations et des workshops pour former les équipes design à l'UX Writing. Voilà. Merci
Mélanie, merci Apolline. Alors, on va plonger direct dans le sujet du jour. Vous avez déjà expliqué un tout petit peu comment vous êtes arrivé dans l'X-Writing. Moi, j'aimerais vous demander quel a été l'élément déclencheur pour votre décision de devenir ou redevenir salarié. Pardon. Allez-y, on va commencer avec Apolline. Ok, donc l'élément déclencheur qui m'a fait rejoindre Conto. En free, j'ai beaucoup appris, mais au bout d'un moment, je stagnais, je m'ennuie un peu. Parce qu'au final, on apprend beaucoup, mais toute seule. Et c'est vrai que j'avais des clients, mes clientes généralement me disaient oui à mes propositions, me disaient c'est parfait, c'est très bien, mais personne ne me challengeait. Et j'avais le sentiment que j'avais besoin d'être challengée pour évoluer encore plus, pour apprendre encore plus, et du coup d'être challengée par des designers, des product managers. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité rejoindre une équipe. Au départ, peu m'importer le statut freelance ou salarié. C'était pas du tout une question de statut, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus. Et puis j'ai dit oui à Conto. Mélanie qui est là, je l'ai vue arriver, qui est lead chez Conto, m'a convaincue assez rapidement, même si au départ je n'étais pas très fan de l'univers bancaire, mais au final j'ai vu que c'était bien plus que ça, et du coup ils m'ont convaincue parce que effectivement il y a quand même une sacrée équipe de designers, de product managers et aussi de développeurs auprès desquels j'apprends énormément, et forcément du X-Writer parce qu'on grandit de plus en plus chez Conto. Donc voilà, l'élément déclencheur, c'était vraiment le challenge pour pouvoir apprendre et monter en expertise. Ok, ouais, c'est ce qu'on entend souvent dans cette transition. Je le ressens aussi. Et Mélanie, pour toi? Ouais. Moi, j'ai adoré mes années en freelance, notamment en UX Writing. Enfin, pour moi, le freelancing, ça m'a permis de vraiment toucher aussi à d'autres secteurs plus larges. J'ai fait plein de choses autour du contenu un peu en général et de l'UX Writing. Et ce qui était cool, c'est que ça permet vraiment de voir plein de secteurs, plein de problématiques et du coup de grandir assez vite. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais par contre, on est embauché pour une mission de 3 mois, de 4 mois. Et après, c'est difficile de suivre et de voir son impact et de pouvoir améliorer le produit sur lequel on bosse par la suite. Donc, c'était vraiment pour ça que je voulais rejoindre une équipe et aussi pour le côté quand même humain, créer des relations sur le long terme et avoir un impact sur le long terme. Et du coup, chez Aviv, quand on m'a proposé mon CDI, on m'a vraiment proposé de mettre en place l'UX Writing au sein du groupe. Donc, c'est un groupe qui a plusieurs marques partout en Europe. Il y a plus d'une dizaine de marques. Et donc, créer des ressources un peu globales pour tous les designers, c'était quand même un gros challenge. Donc, en effet, je rejoins Apolline sur le fait qu'en interne, on peut vraiment aussi apprendre énormément et grandir, quoi. Ça fait des beaux challenges. Ouais. Je vais retourner la question un peu différemment du coup pour la prochaine. Quels ont été les plus gros challenges quand vous êtes passé de freelance à salarié et comment vous les avez relevés? Vas-y, peut-être Mélanie cette fois-ci. Allez. C'est vrai que par contre, c'est hyper différent en effet d'être freelance ou d'être salarié. Déjà, même si bon, j'avais été salarié avant d'être freelance, mais ça faisait quand même longtemps, c'était de retrouver le côté process en entreprise, se réhabituer à savoir collaborer avec toutes les différentes équipes en interne, s'habituer au process, construire aussi les process pour le UX Writing avec les différents stakeholders en interne. Donc ça, pour moi, c'était un gros challenge. Et surtout, et c'est lié, c'était la peur de perdre en fait la maîtrise de son temps. Donc c'était savoir s'habituer à tous les rituels, à toutes les réunions qu'il peut y avoir en interne, sans pour autant perdre la maîtrise de son temps. Parce que quand on est freelance, on va plutôt travailler au moment où ça nous arrange, on va gérer notre temps un peu comme on veut. Et le client s'adapte aussi à ça. Alors qu'en interne, on est quand même censé être là
au moins de 9 h à 18 h et d'être disponible sur ces créneaux. Après, ce que j'ai fait justement, c'est que je bloque en fait des créneaux pour avoir du temps vraiment pour moi ou pour travailler sur des sujets et du coup essayer d'être un peu plus maître de mon temps et voilà, apprendre un peu à dire non aussi, à s'affirmer et ça, être freelance, ça a pas mal aidé là-dessus. Ouais, ça me parle beaucoup, en fait, cette histoire d'avoir peur de ne pas maîtriser son temps, de ne pas être maître de son temps. C'est une peur que j'ai eue aussi, pas mal, surtout que j'ai mes petites habitudes et ce que je trouvais super intéressant chez Alan, ou ce que je trouve maintenant super intéressant chez Alan, c'est cette culture, écrite à 5, qui est très particulière et ça justement, je trouve que ça nous donne énormément, de pouvoir sur notre temps, sur notre planning, beaucoup de liberté. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis, pareil, j'avais une autre peur, c'était de ne pas pouvoir poursuivre mes projets à côté, donc notamment une pratique de doula et puis d'autres projets. Mais j'ai trouvé une solution que Alan a acceptée, c'était 80%. Et je pense qu'Apolline, tu peux enchaîner avec ça parce que c'est quelque chose, tu es dans la même situation, je pense. Ouais, c'était vraiment une condition sine qua non d'être à 80% parce que je sais que j'ai un besoin viscéral d'entreprendre et de mener mes propres projets. Et c'est vrai que je ne me serais pas épanouie à 100%. Et puis au final, mes projets, que ce soit la newsletter ou je fais aussi de la formation, du coaching et je suis en train de créer une formation en ligne avec une de mes collègues chez Conto autour de l'UX Writing. Ça équilibre vachement l'un et l'autre, ça enrichit vachement le temps que je travaille pour Conto et le temps que je travaille sur mes projets. J'évolue encore plus rapidement et mieux. Et c'est vrai que ça s'enrichit l'un l'autre, donc c'est hyper intéressant. Et après, je te rejoins, Mélanie, et aussi Marianne, sur la peur de perdre la maîtrise de son temps. C'est vrai que moi aussi, ça m'a fait énormément peur au début. Ça m'a mis quand même pas mal de contraintes parce que je suis quand même assez productive entre 8h30 et 11h midi. Et c'est vrai qu'il y a des réunions le matin pour commencer. Donc, c'était le fait que cette fois, c'est pas moi qui cale certaines des réunions, c'est l'équipe. Et c'est aussi ça, de revenir, de travailler en entreprise, c'est vraiment de réapprendre à collaborer en équipe et réapprendre à intégrer une communauté. Surtout que les liens chez Conto sont très forts. Que de base, je suis quand même une personnalité introvertie. Et du coup, c'est réapprendre à communiquer dans une équipe. Et après, moi, le deuxième challenge aussi, c'est l'impression de perdre ma liberté dans le sens où je ne travaille pas pour moi, même si en freelance, on travaille toujours pour des clients. Mais là, je travaille pour une entreprise. Et c'est vrai que parfois, ça a été assez compliqué certains matins, surtout mardi matin, parce que je suis off le lundi où je travaille sur mes projets, et de me motiver. Mais au final, j'ai vraiment défini un objectif professionnel et un objectif de vie à moyen et long terme. Et maintenant, j'ai un cap. Super. On a hâte de voir la suite, Apolline, je pense. Je pense que justement, en tant que freelance, on a tendance on est obligé d'apprendre vraiment à très bien maîtriser notre temps, gérer notre temps. Est-ce qu'il y a ça et puis d'autres qualités ou skills, on va dire, qui vous ont aidé, que vous avez pu apporter en entreprise? Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être freelance avant de rejoindre une entreprise? Apolline, tu peux enchaîner. Ouais, du coup, je pense que ce qui nous rejoint toutes les trois, c'est l'autonomie. On était en freelance, tu es obligé d'être autonome et de maîtriser tout ton business, tout ton temps. Donc, c'est vraiment, j'étais très vite autonome. L'organisation aussi, parce qu'en freelance, on est obligé d'être très organisé pour pouvoir
assurée. Et après, je dirais, ouais, c'est vraiment l'organisation, l'autonomie et aussi, oui, c'est ça, le fait de s'affirmer peut-être un peu plus, d'oser un peu plus, même si au début, pour moi, ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu des expériences salariées qui se sont un peu mal passées avant d'être en freelance et où j'étais dans la santé, c'était un secteur assez poussiéreux, on va dire en termes de hiérarchie, très, très hiérarchique. Et c'est vrai que parfois, on pouvait être plus dans l'intimité, l'amitié. Et puis au final, moi de mon côté, si j'avais le malheur, par exemple, de mettre un emoji dans un email, je me faisais taper sur les doigts. Donc pour dire que c'était assez poussiéreux, on va dire. Et c'est vrai que j'ai eu des mauvaises expériences où j'ai osé m'affirmer et ça s'est mal passé. Donc c'est pour ça, je pense, au début chez Conto, j'ai eu un petit peu de mal. Je mettais certaines distances. Mais en tout cas, je pense qu'on a ça côté freelance, c'est qu'on doit s'affirmer face aux clients. On n'est pas juste là pour une petite mission opérationnelle. On est vraiment, je trouve, complètement aligné, limite, surtout si on travaille avec des startups, avec le CEO ou la CEO de l'entreprise. On est vraiment là pour être conseil, pour donner des conseils surtout. Donc, ouais. Et pour toi, Mélanie? Ouais, je suis d'accord avec tout ce que dit Apolline, mais pour ajouter aussi d'autres éléments, moi, c'est vraiment, j'ai complètement revu ma gestion du temps et ma vision aussi du temps. C'est-à-dire qu'avant, j'étais aussi employée du coup. Et l'idée, c'était, enfin, en plus, il y avait une culture quand même qui était un peu une culture du présentéisme. Donc, fallait arriver à 9 heures et fallait pas repartir avant 19h30, 20h, parfois plus, parce que d'autres collègues avaient des choses à gérer. Donc, on devait être là, fallait rester, fallait les aider. Et même si nous, on n'avait rien à faire, il fallait quand même un peu être là. Ça ne se faisait pas de partir avant 18h30, quoi. Et donc, cette culture-là, je l'ai complètement rejetée. En freelance, de toute façon, on est payé pour une mission, pour un impact précis. Donc, peu importe si on prend 5 heures, 10 heures, 3 heures à faire, je ne sais pas, à faire, disons, travailler sur un écran, un parcours, c'est vraiment l'impact et le résultat qui compte. Et en fait, moi, j'ai vachement repris ça aussi maintenant que je suis redevenue salariée. Je reprends vraiment cette idée d'impact et de résultat. Et je travaille beaucoup plus sur ça plutôt que de me dire je vais faire mes 8 heures par jour, je vais être là de 9 heures à 18 heures. Maintenant, je travaille beaucoup plus comme ça. Et au final, après, évidemment, il y a cet enjeu de réunions qui ne sont pas fixées par toi où tu dois être là, etc. Ça, tu es un peu flexible là-dessus. Mais en tout cas, sur le temps passé à travailler et le moment où toi, parce que t'es comme t'es, il y a des moments où tu es plus actif, il y a des moments où tu vas avoir plein d'idées, tu vas travailler très vite sur un sujet, et d'autres moments où tu vas être moins en forme, tu vas prendre 5 heures à faire un truc que tu aurais fait en 2 heures habituellement. Et dans ce cas, c'est peut-être un moment où tu vas prendre plus de recul, faire d'autres choses, et voilà. Donc, c'est cette liberté de gestion un peu de son temps et de revoir au final le temps de manière un peu relative et de plus prendre en compte l'impact et le résultat. C'est vraiment ça que j'ai appris en freelance. Et le deuxième élément, c'était vraiment, en fait, en freelance, tu vois aussi les choses différemment. C'est-à-dire que tu vas créer des offres en fonction des besoins de tes clients. Et au final, ça correspond aussi à quelque chose qu'on connaît au niveau design, c'est de s'appuyer d'abord sur les utilisateurs pour créer un parcours, créer tes offres, etc. Et en fait, si tu reprends un peu cette manière de penser en entreprise, tu vas arriver en tant qu'UX Writer dans une entreprise en interne et tu vas essayer de voir les opportunités qu'il y a, les besoins qu'il y a en interne pour savoir là où tu vas mettre ton énergie et ton impact. Donc moi, c'est vraiment ces deux éléments-là que j'ai appris à faire en freelance et qui me servent énormément en tant que salarié aujourd'hui. Super. Et je pense que le fait qu'on puisse appliquer ces compétences, le fait qu'on ait la liberté et la confiance de nos entreprises pour les appliquer, pour avoir cette autonomie, pour
prendre des initiatives, ça aide beaucoup. Et du coup, je voulais savoir, ça c'est spécifiquement pour ceux qui sont dans des entreprises qui recrutent, qu'est-ce qui vous a fait basculer? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été persuadé de dire oui à votre entreprise pour un travail salariat? Voilà. Vas-y, Mélanie. Ouais, ça c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu un basculement côté salariat, enfin surtout dans la tech. C'est-à-dire que, bon, après en UX Writing c'est plus ou moins vrai, mais par exemple c'est vrai pour les PM, pour les designers, c'est qu'il y a énormément d'offres et il y a beaucoup de gens aussi qui font ces métiers, mais il y a peu de personnes qui sont vraiment recherchées et même chassées. Et donc finalement il y a un peu un basculement, c'est-à-dire que quand on va nous chasser pour un CDI, ça va pas être toi qui va être en demande de prenez-moi, mais tu vas quand même être un peu exigeant. Et souvent, quand on va chercher des freelances et pour les faire passer en CDI, il faut en effet un peu les convaincre. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que on m'a proposé vraiment de garder une certaine autonomie, c'est-à-dire que je puisse m'organiser un peu librement, que je puisse prendre des initiatives, qu'il n'y ait pas forcément 10 000 étapes de validation sur ce que je fais. Et en fait, du coup, c'est hyper agréable de travailler parce qu'on sent qu'on a la confiance et du coup, je peux entreprendre au final en interne. Et donc ça c'était le premier truc. Et ensuite, on a accepté aussi, et ça c'était vraiment une demande que j'ai faite avant d'accepter le CDI, que je garde mon activité freelance à côté. Donc moi, je suis en 100% pour le coup. Mais je sais que le soir, le week-end, enfin après, je ne travaille pas trop le week-end, mais plus le soir, entre midi et 2, si c'est 1 heure par-ci, 1 heure par-là et que ça n'a pas d'impact sur mon boulot, je peux garder des missions freelance. Et je pense que cette liberté et cette flexibilité, elle est vachement recherchée aujourd'hui. Ouais, clairement. Moi, c'est vrai que la première raison pour faire l'historique, et en fait, mon dernier épisode de podcast, c'était avec Mélanie et Anna, donc qui sont toutes deux UX writers, Mélanie qui est lead chez Conto. Et je dois dire que ça a été un coup de cœur, un coup de cœur personnel pour ces deux personnes-là. Mais en tout cas, oui, c'est ce que je disais au début, c'est vraiment le challenge. Je savais que j'allais être énormément challengée et pour le coup, je suis vraiment challengée tous les jours et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir tellement progressé que c'est le jour et la nuit entre février et maintenant. Et ce qui m'intéressait forcément, c'était la maturité design de l'entreprise et aussi le fait qu'il y avait déjà des UX writers et qui avaient déjà sensibilisé aussi. Donc, ce qui fait que quand on rejoint l'entreprise en tant que UX writer, on n'a pas besoin de convaincre les autres parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment le côté cool. Et oui, la maturité design. Et après, ouais, le fait que je sois à 80%, là, c'était, comme je disais, c'était obligatoire et j'ai vraiment besoin de gérer mes projets. Et c'est vraiment viscéral pour moi. Je l'entends, je comprends. Et je pense que ça va être de plus en plus dans le climat du travail, en tout cas dans la tech qu'on connaît. Ça va être de plus en plus commun. Je sais qu'en Angleterre, il y a une initiative carrément nationale qui a essayé et gardé, en fait, plusieurs entreprises ont gardé la semaine de 4 jours. Et je soupçonne que ça va commencer à venir de plus en plus ailleurs aussi. Passons à une autre question. Donc, l'un des éléments qu'on aime souvent dans le freelance, c'est le fait de varier les projets et les produits. Donc, est-ce que cette diversité est nécessaire pour vous? Et comment arrivez-vous à combler ce besoin? Alors, je sais que toutes les deux, vous avez dit que vous gardez quelques projets aussi sur le côté, mais aussi au sein des entreprises dans lesquelles vous travaillez, comment ça se passe? C'est vrai que moi, ça m'a fait du bien. En free, à un moment donné, j'ai clairement un peu frôlé le burn-out. J'avais trop de clients en même temps, trop de missions, et ce qui fait que je n'avais pas le temps vraiment de me concentrer pleinement et de donner tout ce que je pouvais pour chaque mission. Donc, c'était compliqué. Donc, ça fait du bien de revenir à un seul projet, même s'il y a plein de projets dans l'entreprise,
à un seul client, c'est un côté apaisant. Et surtout chez Conto, on essaye vraiment d'atteindre ce qu'on appelle le One Piece Flow, donc vraiment travailler sur un projet à la fois et pas plusieurs en même temps. En même temps, on a la chance quand même d'avoir une équipe de 16 UX Writers pour l'instant. Donc, c'est vraiment une énorme chance de pouvoir se concentrer pleinement sur un projet à la fois. Et après, on peut avoir des projets annexes comme participer en content system ou challenger les autres personnes, les autres UX writers ou les designers et leur filer des coups de main un peu à droite et à gauche. Et la diversité, c'est vrai que je le retrouve dans le fait d'avoir mes projets à côté. Et c'est juste ce qu'il me faut, c'est pas trop non plus. Là, il faut que je me limite d'ailleurs jusqu'au janvier. Mais ouais, du coup, la diversité ne me manque pas parce que je trouve que là, il y a un super équilibre. Et pour toi, Mélanie? Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, c'est hyper important pour moi d'avoir du changement et que le quotidien soit un peu varié au sein de la boîte. Par exemple, rien qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai fait un workshop de 2 heures pour former les designers à l'UX Writing en interne. L'après-midi, j'avais une session avec tous les designers et les UX researchers de l'équipe, donc 80 personnes, où je racontais un peu ce que faisait l'équipe UX Writing, quelles étaient nos priorités, etc. Et là, ce soir, je suis là. L'après-midi, j'ai eu un peu de du travail opérationnel. Enfin, du coup, vraiment, les journées sont hyper variées. Et c'est vrai que moi, je suis dans une équipe qui est vraiment transverse au sein du groupe. Je suis avec les équipes de Design System et Design Ops. Donc, pour le coup, vraiment, je travaille sur des sujets vraiment variés. Par exemple, un de mes sujets, c'est de construire le Content Design System. Un de mes deuxièmes sujets, c'est de mettre en place la localisation au sein du groupe. Donc, on a plein de marques, plein de langues différentes. Et un troisième sujet, c'est l'UX Writing vraiment opérationnel, donc travailler sur des parcours utilisateurs. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, cette diversité, je l'ai. Et en effet, comme Apolline, la vraie chose sur laquelle il faut que je fasse attention, c'est à ne pas tomber dans le trop-plein parce que après, tu peux vite te perdre dans les milliers de sujets que tu peux avoir si tu acceptes tout. Donc voilà. Et puis après, comme on se le disait, quelques petites missions free à côté de temps en temps. Ça permet aussi de prendre vraiment du recul sur ce qu'on fait au sein du groupe ou de l'entreprise dans laquelle on est. Et ça, c'est vrai que ça permet une vraie respiration. Ouais, au final, la diversité, on la trouve vraiment dans le fait que on peut gérer des projets de A à Z. Donc, on n'est pas là juste pour écrire. C'est vraiment, on va dire, l'une des touches finales. Moi, je trouve vraiment cette diversité dans la recherche, de connaître de nouveaux sujets, d'aller fouiller un peu côté utilisateur, côté concurrent, d'être vraiment dans l'idéation, la conception et aussi on prend en interne la localisation. Donc ouais, il y a vraiment cette diversité-là dans la façon de mener les projets. Et vous parlez toutes les deux du fait, et d'ailleurs moi aussi souvent, on parle du fait de ne pas se laisser dire oui à trop de choses, de ne pas justement accepter trop parce que sinon on ne s'en sort plus. Comment vous gardez la tête au-dessus de l'eau? Est-ce que vous avez 2-3 petits tips pour ceux qui écoutent pour dire non tout simplement? C'est un travail permanent sur soi, d'oser dire non. Ouais. Et de connaître aussi, de se connaître soi-même. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion. Je suis née en mars, je suis poisson, donc c'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Pareil, Mars. Oui. Je suis beaucoup dans l'émotion, donc c'est vraiment un travail continu sur moi de savoir quand c'est trop et qu'il est temps de... Et je pense que le freelance nous a appris ça aussi, à gérer nos émotions et à savoir dire non. Parce que faut pas croire ce qu'on voit le plus souvent en freelance, c'est qu'on a du mal à boucler les fins de mois ou c'est en attendant de trouver un job salarié. On peut très bien réussir en freelance et avoir justement trop de demandes.
Donc, je pense que moi, ça m'a vachement aidé et je pense pour toi aussi, Mélanie, à gérer les émotions et à savoir dire non. Bah, c'est vrai que comme tu le dis, moi en freelance, c'est vraiment en fait les premières fois où j'ai eu l'occasion de dire non. Et je sais que les premiers clients, en fait, t'es trop tenté de dire oui à tout parce que on t'appelle, on te propose des missions, on te propose de l'argent. Donc, tu as envie de dire oui à tout. Et c'est les premières fois où j'ai appris à dire non. Et en fait, il y a une façon aussi de dire non, quoi. C'est par exemple, je ne suis pas disponible cette semaine, mais contactez-moi la semaine prochaine. Enfin, en fait, c'est dire non, c'est pas juste dire non et voilà, c'est proposer une autre solution. Donc, je ne suis pas disponible cette semaine, ça sera la semaine prochaine, ou contacter plutôt telle personne, ou en fait, voilà, faut rediriger la personne vers d'autres solutions plutôt que. Donc, c'est pas juste un non comme ça qui peut paraître un peu. Et c'est vrai que, mais bon, après, de toute façon, c'est toujours difficile, hein, c'est vraiment un apprentissage, comme tu le dis, Apolline. Et je sais que moi, au sein du groupe, on a une chance, c'est qu'on on a accès à du coaching. Pour le coup, c'est avec la plateforme Mocha. Et donc, il y a des psychologues, des thérapeutes et des coachs. Et moi, j'ai choisi vraiment du coaching en entreprise pour justement apprendre à être plus assertif, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à trouver sa posture au final au sein de la boîte et à s'imposer, entre guillemets, mais de manière justement assertive. Et du coup, voilà. Donc, ça, si vous pouvez avoir accès à du coaching, c'est vraiment, ça aide sur tous ces sujets-là, c'est top, quoi. Je confirme. Oui. Voilà. En tant que coach, je me fais aussi coacher Ouais. et ça aide beaucoup. Je pense que c'est essentiel. Il y a une petite chose que je rajouterais aussi, c'est prioriser, prioriser, prioriser et d'être hyper transparente avec les gens qui nous demandent des choses. Leur montrer, voici en fait ce que je suis en train de faire en ce moment, voici les priorités, pourquoi, comment, où est-ce que toi tu te vois là-dedans, est-ce que tu veux contribuer à cette priorisation et ça ouvre une discussion plutôt que fermer une porte. Voilà. J'ai une question pour regarder un petit peu dans le passé. Qu'est-ce qui vous manque le plus du freelance? Vas-y, je sais plus où on en est. Vas-y, Apolline. Je pense que je l'ai déjà dit, mais ouais, de travailler pour moi, d'avoir mon propre business et aussi je vais paraître très axée sur l'argent, mais c'est vrai, parfois je vois vraiment, enfin même régulièrement et de plus en plus, je vois vraiment l'impact que j'ai, que mon travail a chez Conto et je me dis, du coup, ça leur fait ramener de l'argent, mais du coup, moi, j'aimerais bien, c'est ce côté-là qui me manque de travailler pour moi et du coup, c'est mon travail, ça me ramène mon argent à moi en contrepartie. Donc, il y a ce côté-là. Et puis après, ouais, ce que je disais aussi, c'est j'ai vraiment un besoin d'entreprendre et je sais que, on verra où mon aventure chez Conto me mènera. En tout cas, aujourd'hui, j'ai trouvé un bon équilibre, mais je sais que que je peux changer dans quelques années pour revenir freelance, mais je pense qu'on en parlera juste après. Ouais, mais c'est vrai que sur l'argent, je suis assez d'accord qu'on devrait avoir plus de primes sur objectif. Non, mais c'est sûr que quand on est freelance, moi, les premières années, j'ai vraiment eu ce sentiment de fierté de gagner son argent par soi-même et du coup d'apprendre aussi à savoir ce que tu vaux toi pour ce que tu fais. Et ça, c'est hyper valorisant et c'est hyper enrichissant. Tu sais que tu n'as pas forcément besoin d'une entreprise pour vivre, en fait. Tu peux faire ton truc toi-même, créer tes offres et gagner ton argent toi-même, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est top et ça manque un peu aussi. Et par contre, ça, c'est du pour et du contre. En freelance, c'était vraiment ce truc de je peux prendre mes vacances quand je veux. Je dis juste à mes clients, je finis mes missions, je dis à mes clients que je suis off et c'est pas eux qui décident, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça manque un peu en CDI. Tu as tes 5 semaines, tac, tu dois te caler avec les autres. Et donc, moi, il y a un peu ce truc-là aussi. Mais bon, au final, quand tu es en vacances en CDI, tu es vraiment en vacances. Enfin, en tout cas, moi,
je coupe quoi. Et en freelance, ça, c'est plus compliqué par contre. Ouais, Donc, il y a ce truc-là. Et après, je dirais que c'était, en effet, moi, c'était en freelance avoir des missions ultra variées. C'est-à-dire, je ne faisais pas que de l'UX writing. Je faisais aussi, par exemple, du ghostwriting. J'ai aidé des gens à écrire leurs bouquins. Je faisais parfois du social media management. Enfin, c'était toujours autour du contenu, mais au final, avoir des missions ultra variées, quoi. Écrire des articles, même pour des journaux, donc plutôt du journalisme au final. Enfin, c'était super varié et c'est ça que j'adorais. Donc, c'est peut-être ça qui va me manquer dans les prochaines années, mais bon, on verra parce que l'UX writing, c'est quand même hyper dense aussi. Donc, au final, c'est varié aussi. Voilà, je pense qu'il faut un peu s'écouter et suivre au fur et à mesure. On peut aussi changer de spécialité, de métier, grandir, apprendre. Donc, ouais, il faut bien garder ça en tête, quoi. C'est vrai que c'est très vaste comme profession. Ouais. Et je pense que plus on avance, plus la profession, elle évolue, plus il y aura des spécialisations en plus. Donc, ouais, on a largement le choix. Et dans l'autre sens, tu as commencé à en parler un petit peu, Mélanie. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être salarié? Mélanie, vas-y. Ouais, c'est aussi ce que je disais au tout début, c'est que quand on m'a proposé ce job-là, c'était vraiment dans une équipe transverse à tous les designers. Donc, nous, on est 80 designers dans le groupe. Et du coup, c'est vraiment construire l'UX Writing sur le long terme, donner les outils aux designers, les former, créer des workshops, créer le content design system, créer la localisation avec Design Ops. Enfin, en fait, c'était vraiment un challenge, un gros challenge, mais du coup, qui a aussi un impact pour tous les designers et le produit en général. Et voir aussi construire sur le long terme tout ça et voir un peu l'impact que ça a. Donc, moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais, nous, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été créées, mais il y a encore beaucoup à créer. Et justement, notre profession, elle évolue aussi en interne. Et ouais, moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est la collaboration et le fait de pouvoir vraiment intervenir le plus en amont possible d'un projet et pas être là qu'à la fin, une fois que les maquettes sont faites, on est vraiment en binôme avec un designer ou une designer. Et c'est vraiment un peu la règle numéro 1 où il y a un designer ou une designer. Il faut qu'il y ait un ou une UX writer. Donc, c'est vraiment l'aspect collaboratif, de pouvoir vraiment intervenir sur très en amont dans la recherche et l'architecture d'information, la définition des flows, etc. Et cet aspect communauté où on crée vraiment des liens avec des gens, même si moi je suis régulièrement, enfin je suis tout le temps en remote, mais je vais de temps en temps à Paris, on crée vraiment des liens très forts et chose que j'avais pas forcément en freelance avec mes clients, quoi. C'est sûr. J'ai la grande question pour ceux qui explorent l'UX Writing ou qui veulent débuter là-dedans. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de commencer en freelance ou en entreprise? Apolline. En fait, cette question-là, c'est plutôt vous qui devez y réfléchir parce que ça dépend vraiment de votre envie, de vos objectifs de vie, de votre personnalité. Est-ce que vous souhaitez évoluer au sein d'une équipe, dans une entreprise, ou est-ce que vous souhaitez développer votre business de votre côté? Les deux fonctionnent pour l'UX Writing. Il y a beaucoup de UX Writers freelance, comme il y en a beaucoup qui sont salariés. Et après, si vous ne trouvez pas tout de suite, si vous voulez vraiment être salarié, vous ne trouvez pas tout de suite, c'est toujours le bon plan, entre guillemets, de commencer en freelance, de se faire la main pour ensuite avoir de quoi montrer en entretien pour une entreprise, quoi. Mais c'est vraiment en fonction de votre personnalité et vos objectifs de vie, je pense. Ouais, ouais, évidemment, je suis d'accord. C'est vraiment, c'est assez personnel. Pour le coup, je dirais en salarié, s'il y a des positions vraiment juniors, enfin, si vous êtes junior et qu'il y a des positions juniors ouvertes et que vous allez être formé par d'autres UX writers qui sont plus seniors, ça peut être top parce que
on apprend hyper vite auprès de gens un peu experts. Alors qu'en freelance, bon, après, vous faites la main sur des missions. L'un ou l'autre, hein. Pour le coup, moi, personnellement, je me suis fait la main sur des missions en freelance. Et ce qui était cool, c'est qu'il y a plein de cas de figure à voir, plein de secteurs. Et ça permet de, si vous n'êtes pas sûr de voir un peu si ça vous plaît, de voir les différentes façons de travailler et de vous faire votre propre idée. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Après, ce que j'avais fait, moi, c'est rencontrer plein de UX-writers, des freelances, des employés, de leur parler de ce qui leur plaît moins, qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais rencontré Apolline l'année dernière. et voilà, en fait, ça permet aussi de se faire une idée, quoi. C'est là où c'est intéressant de vous entendre toutes les deux parce que j'ai un parcours qui est un peu différent pour le coup. Vous avez commencé en freelance et vous avez découvert l'UX Writing en freelance. Moi, c'était dans l'autre sens. J'ai découvert l'UX Writing au sein d'une équipe qui est passée de 8 à 60 en 3 ans. Donc, je me suis retrouvée effectivement dans cette position de senior, un peu plus senior avant de passer en freelance. Et ce que j'ai apprécié dans cette expérience-là, c'était que ça m'a permis d'être plus dans une position de consultante et aussi de coach finalement. Ça m'a permis d'apporter en fait toute cette expérience d'une très grosse boîte, très très développée, qui est très très en avance sur l'UX Writing même globalement. Et l'apporter à des petites entreprises, à des startups ou alors des entreprises qui débutent avec leur équipe de X-Writer. Et ça m'a fait un plaisir fou de le faire aussi. Et en même temps, la courbe d'apprentissage, elle reste quand même assez haute, on va dire, même dans ce sens-là, parce que du coup, j'ai appris en freelance énormément sur le fonctionnement des entreprises plus petites. Voilà. Donc, comme vous disiez, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de commencer. Et la petite question de la fin, avant de voir les questions dans le chat, c'était est-ce que vous penseriez redevenir freelance un jour? Vous avez toutes les deux touché un petit peu là-dessus tout à l'heure. Mélanie, je te laisse y aller. Ouais. Oui, enfin moi, déjà, j'ai gardé mon statut freelance à côté. Et en plus, de toute façon, je pense que je jonglerai un peu toute ma vie entre des CDI, des CDD, du freelancing, comme on se disait avec Apolline et toi, Marianne, justement, parfois, peu importe le statut, surtout aujourd'hui, quand même, ça change un peu de ce côté-là au niveau mentalité. Avant, on se disait, oulala, elle a été freelance, mais elle a bossé que 3 mois là, 3 mois par là, elle n'est pas stable, etc. On ne va pas la prendre en CDI. Alors qu'aujourd'hui, on se dit, oh super, elle a été freelance, elle a fait 10 millions de choses, on va la prendre en CDI. Et donc, il n'y a pas de juste milieu. En France, on a quand même la chance si tu as eu un CDI, tu peux te lancer en freelance, avoir le chômage en même temps, ça t'aide à faire ton activité, etc. Je pense que voilà, on a une liberté qui est assez dingue à ce niveau-là. Donc, ouais, ça dépend vraiment de là où tu en es dans ta vie, en fait, de tes envies, tes objectifs et ta situation. Et c'est vrai que moi, ça a été vraiment le parfait timing. Conto est arrivé, je pense, au bon moment pour moi. Et moi, après, je me dis, tant que j'apprends, je n'ai pas besoin de bouger, je m'épanouis pleinement en apprenant. Le jour où je me lasserai, ouais, peut-être que j'irai voir ailleurs, mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Mais oui, c'est pas du tout une question de statut, c'est une question d'envie, d'étapes dans la vie et d'opportunités aussi. Merci, les filles. J'ai une question dans le chat. Est-ce que vous êtes en remote? Et si oui, est-ce que ça ne rend pas la transition un peu plus facile? Merci Camille pour la question. Allez-y. Mélanie. Ouais, moi c'est hyper libre dans ma boîte pour le coup. Donc je suis en présent, j'ai été embauchée pour être en présentiel, mais
je fais autant de remote que je veux. Donc, souvent, je viens 1 à 2 fois par semaine maximum, mais il y a des semaines où je suis dans le sud de la France, je suis je sais pas où et je suis pas là et personne ne dit rien parce qu'en fait, vu que les équipes sont un peu partout, mon boss, il est allemand, il est à Hambourg. Donc, voilà. Et est-ce que ça a aidé? Oui. Quand on m'a dit que c'était libre, ça m'a aidé à me dire oui, je vais prendre le CDI. Parce que c'est vrai que par contre, retourner dans un bureau 5 jours sur 5 à la même place, tous les jours, etc., de manière obligatoire, 8 heures par jour, je pense que je ne pourrais pas. Ouais, moi, je suis en remote aussi à 100% pour le coup. Je suis à Lille et Conto et en France est basée à Paris. Et c'est vrai que j'y vais quand il y a des événements pour les côtés très, très cool. Mais en tout cas, j'essaye d'y aller quand même 1 fois par mois parce que c'est clair qu'on crée beaucoup plus de liens, je trouve, en face à face, quoi, on va dire dans la vraie vie. Mais le remote, clairement, moi, j'ai besoin de ça parce que je suis incapable de me concentrer dans le bureau, en fait. Là, en remote, on n'a pas d'interruption, on n'est pas tenté par parler avec qui que ce soit. Et c'est vrai qu'on est une profession où, certes, il y a une grosse phase d'idéation, etc., mais il y a aussi une grosse phase de recherche et forcément d'écriture. Et pour me concentrer au bureau entouré de personnes, c'est impossible. Ouais, moi c'est pareil. Et pour répondre à la question de mon côté, je suis aussi en full remote. C'était l'une des conditions que j'avais posées d'ailleurs, parce que après presque 5 ans de full remote, j'imagine absolument pas retourner dans un bureau tous les jours. Et même si j'avais commencé ça bien avant, ben, quelque part grâce à la crise Covid, ben, on a pu découvrir le remote un peu dans plus d'entreprises. Et effectivement, pour moi, la transition était beaucoup plus douce comme ça. Mélangée aussi à la culture de l'entreprise, parce que je pense que ça compte aussi pour beaucoup. Il existe des entreprises où on peut être en remote, mais il faut quand même pointer, il faut quand même être hyper présent. Et on est blindé de meetings et ça, pour moi, ça l'aurait pas fait en fait. Donc, je pense que c'est un mélange du fait d'être en remote, mais aussi la culture de l'entreprise qu'on rejoint, qu'elle nous convienne. Et chacune et chacun a besoin d'une culture un peu différente. Donc, voilà, c'est ça le plus important pour moi. Et ça rejoint ce que tu disais, Apolline, par rapport à la concentration, ta manière de travailler. Ça rejoint un petit peu. Donc, il y a Florian qui a posé une question dans le chat par rapport à la gestion de temps et comment on concilie la veille ou le temps, soi-disant, travail non productif et la partie productive. Il demande comment on le concilie, ce travail non productif avec nos tâches principales. Est-ce qu'on le fait pendant nos heures de travail, au bureau ou à la maison? Bah là, déjà, on répond un petit peu parce qu'on est en remote toutes les trois. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Bah, du coup, ouais, si c'est par rapport à la veille sur le secteur d'activité ou notre métier, c'est vrai que nous, en interne, régulièrement sur Slack, on a des articles sur le secteur d'activité, sur des concurrents ou sur notre métier qu'on partage et forcément qu'on lit pendant les heures de travail. Et après, moi, personnellement, j'ai ma petite routine du matin où pendant un quart d'heure, je lis des articles ou autour de l'UX Fighting ou alors quand je me prépare le matin, j'écoute des podcasts là-dessus. Donc, ouais, moi, je fais quand même de la veille en continu et même le week-end, je lis régulièrement. Ouais, pareil, c'est de la veille en continu. Bah, typiquement, sur LinkedIn, vu que je suis abonnée à plein de trucs sur le sujet, ça passe tout le temps. Je vais sur LinkedIn assez souvent. Et après, c'est pas mal de newsletters aussi. Et dès que ça arrive, bah, dans la journée, je prends 10-15 minutes pour lire 2-3 articles. Donc, je pense que c'est pendant le temps de travail et c'est normal parce que bah, c'est des éléments qui t'aident à grandir sur les sujets. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit en dehors, quoi. Oui, Voilà. exactement. Je sais que chez Alan, on est vraiment encouragé de passer du temps à se documenter,
à absorber les informations, en plus avec une culture presque entièrement écrite. C'est nécessaire en fait, c'est encouragé, c'est nécessaire. Et pour les introvertis ou partiellement introvertis comme moi, c'est vrai que c'est agréable que ce temps de veille soit validé par l'employeur. Ouais. Oui, ça aide beaucoup pour moi. C'est surtout quand on commence à toucher à des sujets très stratégiques. Si on est en train de, comme Mélanie, travailler sur le design system, enfin sur le content system même, ou si on lance une équipe, on travaille sur les fondations du métier dans une entreprise. On a besoin, ce temps de veille, c'est pas du tout non productif, je n'appellerais pas ça comme ça, parce que c'est essentiel à notre travail et on a vraiment besoin de ce temps de réflexion. Il fait partie intégrante de notre travail. Et le temps de réflexion aussi. Quand on est freelance, je trouve ça toujours un peu compliqué de facturer des heures de réflexion, mais il faut, en fait, il faut. Et après, c'est vrai que nous, en interne, là, chez Conto, on a des rituels assez cool où le mercredi matin, pendant 1 heure, on se réunit entre X-Writers et on partage nos projets, nos challenges, on s'aide chacun les autres, on se demande comment tu fais ça, comment vous faites ça. On a ça et on a ça le vendredi, mais avec tout le design studio, donc UX-Writer, Product Designer et Brand, où pareil, on partage nos projets et nos challenges et ça nous fait beaucoup évoluer en termes de compétences, c'est clair. Je regarde le temps qui passe, on est à la fin. On va terminer avec une dernière question. Je vois qu'il y a 2 ou 3 questions qui se réunissent dans le chat. Est-ce que copywriter, c'est une bonne marche intermédiaire avant de devenir UX-writer? Comment est-ce qu'on a prospecté? Comment avez-vous prospecté en tant que freelance? Surtout que, qu'est-ce qu'elle dit? Les formations du X-Writing sont très rares. Et d'ailleurs, oui, même les missions ne sont pas souvent ne sont pas annoncées clairement comme une mission du X-Writing. Et comment vous avez trouvé vos premières missions? Je pense que on peut répondre aux 3 questions ensemble. Comme tu veux. Je peux y aller si tu veux. Allez, vas-y. Du coup, c'est vrai que moi, au départ, j'étais rédactrice et copywriter. Et en fait, à force de rédiger sur les sites internet de mes clients, je mettais mon nez dans le produit. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait confiance. Et petit à petit, j'ai commencé à réécrire certains contenus dans leurs produits. Donc, c'était vraiment une fois que les maquettes étaient terminées. Donc, j'ai grappillé comme ça petit à petit. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est, comme tu disais, Mélanie, d'échanger avec d'autres UX-writers. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup, finalement, en France notamment, ce qui fait qu'on se connaît globalement tous. Enfin, je pense qu'on a pas mal d'échanges entre pas mal d'UX-writers. Et c'est vrai que généralement, ça arrive que on sait qu'il y a une offre de free qui va passer, on sait qu'il y a une offre d'emploi qui arrive. Et c'est arrivé parfois qu'on se refile des missions aussi freelance ou qu'on se briefe sur certains jobs. Donc ça, pour le coup, vraiment de se rendre visible auprès des UX-writers qui sont plutôt bien installé, on va dire, dans le paysage francophone. C'est une super solution. C'est un bon plan, clairement, pour pouvoir décoter des missions freelance ou même des jobs en salariat. Donc, ouais, vraiment ça. Et après, si vous écrivez déjà ou que vous faites du design, pour le coup, c'est vraiment de mettre votre nez dans les affaires des clients. Ouais, du coup, ouais, c'est surtout comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, et exactement, mais c'est à peu près le même process. Moi aussi, j'étais plutôt copywriter à la base et en fait, les clients me demandaient de plus en plus de travailler sur leur plateforme et donc avec des designers, etc. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment.
Et après, je me suis aussi formée à l'UX design parce que pour être UX writer, c'est avant tout être un peu designer quand même si on n'a pas le même niveau vraiment au niveau visuel, mais savoir aussi prototyper, comprendre toute la partie recherche utilisateur, etc. Au final, c'est un peu les mêmes process. Donc, j'ai fait vraiment une formation en UX design, qui est la formation Google d'ailleurs, qui est très bien et qui est gratuite sur Open Classroom, je crois. Et donc ça a pas mal aidé. Et après, petit à petit, c'était changer son profil LinkedIn, écrire des articles et des posts sur l'UX Writing, énormément lire des articles, des blogs, écouter des podcasts, dont celui d'Apolline sur le sujet. Et petit à petit, au final, ça se fait pas à pas de trouver ses premières missions un peu comme ça. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, j'ai contacté, et Apolline l'a dit aussi, c'est contacté beaucoup de UX writers qui sont déjà pas mal reconnus en France. Et après, eux ont plein de missions, plein de demandes. Ils vous en refileront sûrement une ou deux quand ils n'ont pas le temps de les prendre. Et ça démarre comme ça, quoi. Merci beaucoup. Je pense que surtout cette dernière partie peut être super utile pour ceux qui essaient de se lancer. Donc, merci encore. Pour ceux qui découvrent encore le métier, je vous encourage vraiment chaleureusement d'aller voir le blog d'Apolline parce que il est génial. Voilà. Et vous en saurez un tout petit peu plus sur nous et sur Apolline et Mélanie notamment, car il y a 2 posts sur le blog, un sur chacune d'entre vous. Merci encore. Merci pour ceux qui sont venus nous voir aussi et ceux qui regardent en replay. N'hésitez surtout pas de nous contacter si vous avez des thèmes particuliers qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez qu'on explore. Et aussi si vous avez vous-même quelque chose à contribuer ou alors si vous avez quelqu'un en tête que vous aimeriez voir en invité. On cherche tout le temps des nouvelles personnes à inviter sur le Meetup. Donc, voilà, vous pouvez nous contacter, je pense principalement par LinkedIn, c'est très bien. Voilà. Merci encore et à bientôt.